L'Afghanistan porte toujours en lui le souvenir des conquêtes, la violence des hordes, l'insolence des poètes persans et la rudesse des nomades. Mais reste-t-il à ce pays autre chose que ces légendes? C'est par une légende que l'Afghanistan est apparu sur la carte du monde, celle d'un peuple hors du temps qui a tenu en échec l'immense puissance soviétique. Mais c'en est aussi une autre, plus sombre, qui ressurgit parfois dans l'actualité, celle de la guerre, de la drogue et du fanatisme. Fiché au cœur de l'Asie, entre l'Iran, le Pakistan et trois républiques musulmanes de l'ex-URSS, l'Afghanistan actuel est né au début du XXe siècle. Ses frontières ont été tracées depuis un manoir anglais pour faire de cette zone un peu plus grande que la France, aride, hérissée de montagnes et peuplée d'une multitude d'ethnies, un tampon géographique entre les empires russes et britanniques. Officiellement libéré de la protection anglaise en 1929 au terme de 4 guerres, l'Afghanistan évolue lentement vers une monarchie parlementaire, renversée en 1973 par le Premier ministre Mohammad Daoud, qui instaure une république, pour 5 ans seulement, 5 années d'une république éphémère, avant qu'un coup d'État communiste mené en 1978 par Taraki ne crée la République populaire d'Afghanistan. Et c'est la déchirure, d'abord des luttes incessantes au sein des gouvernants et puis la résistance de la population qui entraîne une succession de gouvernements et de purges sanglantes pour aboutir en 1979 à l'intervention des troupes soviétiques. Le drame dure 10 ans avant que l'armée rouge ne se retire dans l'échec total, impuissante à soumettre le pays ou seulement à le contrôler. Malgré cela, un gouvernement communiste persiste dans le trouble près de 2 ans, profitant de la discorde des diverses partis de résistance. En avril 1992, Kaboul est prise et l'État islamique proclamé. Pour autant, la course au pouvoir de certains leaders de la résistance empêche toujours le rétablissement de la paix. Et aujourd'hui, l'Afghanistan, encore encombré de son féodalisme millénaire, contemple d'un œil las ces petits chefs de guerre se disputant la dépouille d'un pays dévasté par 15 ans de guerre. L'occupant soviétique avait épargné Kaboul. Sa stratégie visait plutôt à favoriser l'exode vers les grandes villes. Mais aujourd'hui, la capitale est la proie de toutes les convoitises, victime de la rivalité des multiples partis qui s'arrachent le pouvoir. Avoir un pied dans Kaboul, c'est avoir une place dans le gouvernement. Alors on se bat pour un quartier, une colline ou pour gagner une rue. Un tiers de la ville a été dévasté en moins d'1 an. Les hôtels sont occupés par les moudjahidines, les usines ne produisent plus rien, même le vieux bazar du centre n'expose plus que ses ruines disloquées. Pourtant la ville doit survivre, alors elle s'est déplacée. Les habitants ont migré vers les quartiers périphériques du Nord, moins exposés. Ici, l'électricité fonctionne encore. À chaque cessez-le-feu, dès que les tirs s'espacent, les échoppes précaires réapparaissent sur le tas des ruines ou dans les containers. Le commerce, alimenté principalement par les produits pakistanais, redonne à la rue les couleurs de la vie. Mais ces symptômes de vie sont fragiles. Et les incessants barrages auxquels on se heurte au moindre déplacement sont là pour le rappeler. Dans ce contexte d'insécurité, la rumeur est reine. Et le plus souvent, les quelques journaux de parti ou TV Kaboul s'abreuvent du même bruit, du même murmure. La chaîne du président ainsi que son alter ego moins officiel, celle d'Ekmatyar, surnommée la boîte à barbe, n'émettent que 2 ou 3 heures par jour. Le bazar et ses rumeurs fonctionnent, eux, toute la journée. À l'écart de l'agitation, derrière les murs aveugles des maisons, les femmes et les enfants vivent une autre vie,
Privés d'école depuis plus d'1 an, les enfants restent confinés dans la cour ou dans la rue voisine. Pour les femmes, c'est l'inlassable répétition des tâches ménagères. La présence d'un invité divertit quelquefois le menu de Borani. Ces galettes de pain sans levain, farcies de pommes de terre et d'oignons, et grillées sur une plaque beurrée. Pour les enfants, c'est le moyen de goûter une autre saveur, celle de l'hospitalité. Car la distraction est rare et les visites familiales ou encore les nombreuses cérémonies de fiançailles en constituent l'essentiel et le meilleur. On ne sort donc presque pas du cadre de la famille. D'ailleurs, la cohabitation politique ou ethnique qu'on y constate souvent serait parfaitement impensable au dehors. Toutefois, pour ceux qui ont les moyens, et surtout une destination, il y a l'extérieur. Au-delà de ce barrage s'ouvre la route du Nord, celle de Mazar-i-Sharif, l'un des derniers axes praticables du pays. Ou encore, la piste du centre, cette route sans chaussée qui traverse le pays jusqu'à Herat. Autrefois, cet itinéraire drainait une grosse part du tourisme vers des destinations comme la vallée des Bouddhas de Bamiyan ou les lacs de Bandi Amir. Aujourd'hui, les rares véhicules personnels ou les camions infatigables qui filent sur cette piste du centre sont à la merci des barrages et du racket dont elle est infestée. Chaque village, chaque faction contrôle sa portion de route et l'argent, la discussion et le hasard sont souvent la clé du voyage. Mais on ne roule pas de nuit en Afghanistan. Aussi, certains villages sont-ils devenus des étapes obligatoires. Chordé, par exemple, qui à 130 km, se trouve à une journée de Kaboul. Là aussi, sur les maisons, dans le bazar, on peut voir les stigmates de l'occupation russe. Mais la vie a repris avec son lot de petits métiers, signe du calme relatif de la région. Le bois est la ressource commerciale de ces montagnes. Autrefois abondant, sa surexploitation a provoqué la montée de la rivière et la perte de nombreuses terres de culture. Une partie de ce bois est transformée sur place pour la menuiserie locale, mais l'essentiel de la production continuera sa route vers Kaboul. Cette micro-industrie, ces cordonniers, réparateurs en tout genre, boulangers, ferait presque croire à une vie certes simple, mais paisible. Vie paisible, mais armée, car on ne se sépare jamais de son fusil. Et s'il y a des restaurants, leur prix les réservent aux voyageurs ou aux commandants, la nouvelle classe privilégiée.
La viande reste hors de prix pour la majorité et ce sont les jardins, entre leurs hauts murs, qui fournissent l'essentiel de la nourriture. Le pain est l'élément de base de l'alimentation. Trempé dans une soupe grasse et pimentée, il constitue le plat unique de la plupart des repas, le chourwa. Chacun vit en autarcie sur son champ de blé, ses quelques légumes et arbres fruitiers. La moisson, avec ses gestes d'un autre temps, est le moment le plus important et le plus calme de l'année. Quant à la rivière, elle constitue plus une distraction qu'une ressource. D'ailleurs, la méthode de pêche la plus ludique se soucie peu de rationaliser son exploitation. Accessoirement, elle sert aussi de salle de bain. Le plaisir des enfants, c'est aussi l'école. Même s'il faut parfois marcher 2 heures, à Tchordé, près de 800 élèves s'y rendent chaque jour. Financées par le parti du village, ces écoles emploient pour maîtres d'anciens ingénieurs et techniciens. Sur 6 ans d'enseignement, à raison de 4 heures par jour, on y apprend le persan, le Coran, les sciences et parfois l'anglais. Malheureusement, le privilège d'apprendre revient le plus souvent aux garçons. Nous ne verrons de fillettes que dans une seule école sur les 5 établissements visités. قسم است به ذاتی که جان ما در قبضه اوست. من این را زیادتر پسند دارم که در راه خداوند کشته شوم و پس زنده شوم. Livres et fournitures viennent pour la plupart du Pakistan. L'école finie, le rêve s'arrête. De toute façon, il n'y a pas d'université à Kaboul. Alors les enfants restent au village et entre fils se partagent des portions de terre de plus en plus petites. Dans cette région, tenter de nouvelles cultures à quelques kilomètres est plutôt téméraire. Partout, même sur la route la plus isolée, des moudjahidines contrôlent leur région et la défendent contre les partis ou même contre les villages voisins.
Les droits de passage, prélevés sur les camions et sur les voyageurs qui s'y accrochent, s'ajoutent au financement étranger des partis. Cet argent sert à acheter des armes, à payer les gardes du corps et surtout à assurer un revenu confortable aux commandants. Asher Ali Oustat Issaran est respecté. Haut placé dans le parti ETA, il possède un 4x4 et sa petite armée. Il a fait construire une route pour desservir sa vallée et affirme n'avoir accepté aucune aide étrangère pour la financer. Sa garde personnelle se compose d'au moins une dizaine d'hommes de confiance. Chacun a sa spécialité, radio, chauffeur, cuisinier, mais toujours bon tireur. L'ancienne mairie de Sher Ali est devenue le poste de commandement de l'Oustat Issaran. Signe de son pouvoir, il possède même un poste radio-émetteur qui le relie à Kaboul et au monde extérieur. Jihad, jihad. Jihad, jihad. Mais dans cette vallée que les combats ont épargnée depuis 2 ans, les journées de garde semblent longues. Alors après le petit déjeuner, dont l'opulence doit d'ailleurs beaucoup à notre présence, on aime à se détendre avec les autres jeunes du village. 1 heure ou 2 de volet, le sport en vogue, sans toutefois perdre de vue son arme. Ces vallées, seulement desservies par des chemins de transhumance, ont subi les bombardements soviétiques. Beaucoup de familles les ont quittées pour se réfugier dans les montagnes. Là, dans les abris du relief, ils organisaient la résistance, ou simplement tentaient de vivre. Aujourd'hui, les cultures ont repris. Les paysans, il est vrai, ont déposé leurs armes pour construire leurs maisons, mais la Kalachnikov chargée est toujours à portée de main. Si le moindre soupçon d'eau fertilise la terre et fait germer les cultures, l'irrigation reste difficile dans ces reliefs. On a donc conçu et installé tout un réseau de canaux et quelques systèmes ingénieux pour permettre l'acheminement et le partage de cette eau qui demeure rare et précieuse. L'isolement rend chaque déplacement tributaire du prochain véhicule qui empruntera la piste. Bamiyan est encore à 50 km et la route devient difficile à l'approche du col de Shibar. Ce col que Kessel a décrit, les pics escalades des camions poussifs, les hommes qui descendent pour alléger la charge, tout y est, avec la peur en plus, car la zone est minée et il vaut mieux marcher dans les traces de camions. Après 5 heures de route, nous sommes encore à 20 km des Bouddhas. La piste du centre s'arrêtera ici pour nous. Nous n'avons aucun contact dans les villages suivants et nous avançons trop lentement. Kessel poursuivra seul, pour cette fois. À l'extrémité nord du pays, à quelques kilomètres de la CEI, la ville de Mazar-i-Sharif rassemble une vie moderne et bruyante. Ici, on peut rouler dans sa voiture personnelle sans risquer de se la faire emprunter par un moudjahidine envieux. La ville est aux mains d'une seule faction, celle du général Dostom, et affiche une discipline plutôt militaire. Au moins, peut-on y trouver 2 hôtels sûrs. Ouzbeks, Turkmènes, Tadjiks se côtoient dans le bazar.
Depuis la vente ambulante jusqu'aux grands négociants, le commerce des célèbres tapis afghans reste une activité privilégiée. Ark Morad, le plus gros négociant turkmène, exporte à lui seul 10 000 mètres carrés par mois. Dans l'un de ses entrepôts, on peut trouver tous les styles de tapis du pays, rassemblés par ses quelques 500 démarcheurs. Mais la production reste principalement familiale, et aux affaires de commerce se mêlent les affaires de famille, non moins lucratives. Une femme turkmène, tisserande de la meilleure renommée, s'épouse contre quelques bonnes centaines de milliers d'Afghanis. Un trésor pour une véritable fortune. Cela dit, l'activité de la ville dépasse largement le cadre du tapis, si l'on peut dire. Au hasard des rues, des maisons, on rencontre toutes sortes d'entreprises. Importateurs de matériel russe, brouettes, tracteurs, ateliers de confection aux machines modernisées. Jusqu'à cette usine de raisins secs qui a fait l'objet d'une mécanisation importante. Malgré cela, à 1000 Afghanis la journée, soit moins de 5 francs, les enfants continuent de fournir une main-d'œuvre nombreuse et bon marché. D'ailleurs, la chaîne manuelle où des enfants et des vieillards trient le raisin grain par grain a été conservée pour la production de qualité. La laine brute, matière première des tapis, arrive de la CEI ou d'Inde. La production locale a presque disparu avec la guerre. Et pourtant, malgré cette apparente sérénité retrouvée, bien qu'encore précaire, la ville à la mosquée bleue, Mazar l'assure, souffre de sa réputation. Des réfugiés de tous horizons, fuyant les règlements de compte de l'Afghanistan ou les épurations du Tadjikistan, viennent grossir les banlieues. Aujourd'hui, la ville a atteint une population qu'elle ne peut plus assumer. La menace du choléra sème la peur, l'enrôlement forcé fait fuir une partie de la jeunesse, et déjà, on parle d'un affaiblissement du pouvoir de Doston. Alors qu'une fois de plus, les canons se sont tus à Kaboul, qu'une fois de plus, on se prend à rêver d'une renaissance du pays, le Nord semble inexorablement basculer dans le chaos auquel il avait jusqu'ici échappé. L'Afghanistan, martyr ou libre, fanatique ou héroïque, guerrière ou débonnaire, mais l'Afghanistan demeure, car au-delà des combats de chefs qui lacèrent le pays,
Au-delà des innombrables intérêts qui rivalisent sans trêve pour s'en approprier d'un certain territoire à coups de canon et de dollars, au-delà de 15 années de guerre, de défiance, d'éducation contrôlée et de désinformation, nous avons retrouvé là-bas un peu de magie, cette irréductible et indicible magie qui immanquablement charme le visiteur de cette terre douce amère, l'Afghanistan.